Bonjour Sylvie Davidou, bonjour Anthony Fardet. Bonjour. Merci Bonjour Alexandra. merci pour ce temps d'échange que vous avez bien voulu me consacrer. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, Sylvie Davidou, vous êtes docteur en sciences de l'aliment, vous êtes maître conférence à la CNAM et directrice scientifique de l'application SIGA. Et vous, Anthony, vous êtes ingénieur agroalimentaire, docteur en nutrition humaine et vous dirigez des recherches sur l'impact, c'est un peu long, l'impact de la transformation des aliments sur leur potentiel santé dans le cadre de systèmes alimentaires durables à l'INRAE à Clermont-Ferrand. Et puis, vous avez aussi publié récemment un livre qui s'intitule « Pourquoi tout compliqué, bien manger est si simple ». Alors, je vous ai réunis l'un et l'autre aujourd'hui pour évoquer le cracking. C'est un terme que les gens connaissent plutôt dans le domaine de l'informatique. Il désigne le piratage de systèmes de sécurité dans une volonté de malveillance. Aujourd'hui, on évoque le cracking alimentaire et j'aimerais, Sylvie, si vous voulez bien, que vous nous expliquiez en quoi cela consiste. Ouais, effectivement, alors c'est vrai qu'il faut repréciser, ce n'est pas du piratage. Le cracking, en fait, c'est du fractionnement. On prend une matière première à partir de laquelle on va avoir des coproduits que l'on va dégrader de manière à soit, par exemple, les réintroduire avec de la valorisation non alimentaire, par exemple en cosmétique, ou aussi dans l'alimentaire. Et dans l'alimentaire, c'est ce qu'on appelle des ingrédients. Alors au départ, la démarche était vertueuse, hein, c'était de la valorisation de matières premières essentiellement végétales. Et dans l'alimentaire, en fait, on a récupéré des ingrédients qui sont soit des additifs, soit des non-additifs, pardon, et donc ils sont issus par forte dégradation de matières premières. Donc on n'a plus du tout la matrice. La matrice. Donc, si on veut donner des exemples, il y en a deux qui me paraissent assez concrets. Par exemple, quand on fait un jus de fruits ou par un jus de pomme, on récupère du marc. Ce marc-là, on va extraire par dégradation chimique, par voie enzymatique, la pectine, qui est essentiellement utilisée quand on fait des préparations de fruits, des confitures. Donc, ça, c'est l'utilisation. Ces pectines-là, elles peuvent être dégradées pour former différents types de pectines ou modifiées chimiquement pour donner des pectines qu'on appelle des pectines amidées, que l'on va retrouver, par exemple, dans les nappages pâtissiers. Donc, c'est ça le cracking, c'est-à-dire qu'on est parti d'une matière première qui est de la matière première végétale et on a extrait plusieurs types de composés. Alors, c'est une technique qui s'est a priori beaucoup développée ces dernières années dans l'industrie agroalimentaire. Pourquoi et comment, enfin voilà, quelle est la finalité de ce cracking? En fait, c'est pour fournir des ingrédients qui sont réintégrés dans les aliments et qui leur donnent des propriétés cosmétiques, soit de goût, soit d'arôme, soit de texture. Donc, c'est l'exemple de la pectine, mais j'aurais pu vous donner ce qu'on a à partir des farines de blé qui permettent d'obtenir des sirops de glucose, par exemple, qui, quand eux-mêmes ils sont modifiés, permettent d'avoir par hydrogénation du sorbitol. Tout ça, ce sont des noms d'ingrédients qui ont des propriétés au sein du produit. Par exemple, le sorbitol, ça peut être utilisé comme conservateur parce que ça lie fortement l'eau, donc ça diminue l'activité de l'eau, donc ça peut être utilisé comme conservateur à l'intérieur des produits. C'est une des fonctionnalités. Donc, on essaye de récupérer un maximum, en dégradant un maximum des petites molécules qui ont des propriétés particulières que l'on remet dans les ingrédients pour ces propriétés-là. Ça peut être des propriétés de texture, des propriétés de couleur, de goût. Mais bon, très, très honnêtement, ce sont des propriétés que l'on pourrait avoir même avec la matière première non dégradée. D'accord, donc les fonctionnalités en fait du cracking, vous le rappeliez, Anthony aussi, vous me dites si je me trompe, donc c'est pouvoir conserver, prolonger la conservation du produit. Ça peut Ce n'est être pas du cracking, hein, c'est des molécules qui sont obtenues par cracking, mais qui ont des propriétés effectivement cosmétiques dans le produit dans lequel elles vont être introduites. D'accord. Alors, Donc la finalité n'est pas seulement de conserver, c'est surtout de produire des marqueurs d'ultra-transformation qui sont les briques élémentaires des aliments qui ont été totalement déconstruits. Hein. Donc, on va beaucoup plus loin que les traitements thermiques, mécaniques et fermentaires.
Et donc, tous ces marqueurs d'ultra-transformation qui sont des molécules purifiées, isolées, obtenues par synthèse chimique, leur vocation principale dans l'ultra-transformation, c'est d'artificialiser et de modifier les propriétés sensorielles de l'aliment, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture. Parce que c'est très rentable de modifier ces propriétés. On consomme l'aliment plus que de raison, on le rachète, et si l'enfant est ciblé très tôt, ça en fait des clients à vie. Donc, on a des produits hyper standardisés, limite addictifs, qui donnent envie d'y revenir et qui sont très bon marché à produire parce que ces marqueurs sont beaucoup moins chers que les vrais ingrédients nobles ou les vrais aliments. La transformation issue du cracking sont associées à une très, très faible biodiversité. Ce ne sont que quelques espèces végétales et produits animaux qui sont craqués. Blé, maïs, riz, pommes de terre pour les fécules et les sucres ultra transformés, soja et pois pour les isolats de protéines et de fibres. Et dans les produits animaux, on va retrouver le lait, les œufs et les minerais de viande qui peuvent donner du collagène. Mais vous voyez bien que c'est associé à une très, très faible biodiversité. Donc, c'est forcément bon marché. Je voulais évoquer le sujet. Donc, pourquoi l'industrie agroalimentaire a fortement développé le cracking ces dernières années et quelles sont les finalités en fait de tout cela? L'ultra-transformation qui est liée au cracking alimentaire est récent, c'est né après-guerre. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait des traitements classiques, thermiques, mécaniques, fermentaires ou l'ajout d'ingrédients culinaires qui n'ont jamais été associés à une explosion des maladies chroniques dans le monde. Donc, ces traitements technologiques, même s'ils modifiaient l'aliment, n'étaient pas problématiques globalement pour la santé. Donc, après-guerre, il a fallu nourrir des populations qui ont connu la pénurie alimentaire pendant la guerre, une population croissante de manière exponentielle. Donc, on a basculé dans l'industrialisation de l'alimentation. Alors, au départ, comme le disait Sylvie, c'est vrai qu'il y a eu une volonté de valoriser des excédents, des sous-produits alimentaires par le cracking, ce qui pouvait être, pourquoi pas, envisageable. Par exemple, le sirop de glucose fructose a été une valorisation des excédents de maïs aux États-Unis pour produire un sucre bon marché parce que les États-Unis n'avaient plus accès au sucre de canne de Cuba, notamment, en raison d'embargo et de taxes, pour les raisons qu'on connaît entre Cuba et les États-Unis. Donc, le sirop de glucose fructose a été très intéressant pour eux, pour notamment les mettre dans les boissons sucrées, et ils ont remplacé le saccharose, le sucre de table, par ce sirop de glucose fructose. Le problème, c'est que pour nourrir cette population croissante mondiale, on est parti sur ce qu'on appelle la pensée réductionniste. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé que c'était les liens entre les nutriments dans l'aliment qui d'abord jouaient sur la santé avant les nutriments eux-mêmes. Donc, cette pensée très réductionniste, ultra-réductionniste, très occidentale, on s'est dit on va craquer les aliments de plus en plus pour produire tous ces marqueurs d'ultra-transformation bon marché qui vont permettre de rendre accessibles des calories bon marché au plus grand nombre sur la planète, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, on a déconstruit les aliments et malheureusement, comme c'était d'abord les liens entre les nutriments qui jouaient sur la santé, eh bien, on a vite basculé dans l'ultra-transformation qui est associée aujourd'hui à des risques accrus de nombreuses maladies chroniques. Donc, on a pu produire des marqueurs d'ultra-transformation très peu chers, très standardisés toute l'année, qui s'affranchissent des saisons, en grand nombre, mais comme on le disait tout à l'heure, associés à une très faible biodiversité végétale notamment, puisque ce sont que simplement quelques végétaux qui sont craqués. Il y a deux autres facteurs qui ont joué un rôle dans l'essor de l'ultra-transformation. La guerre des prix dans la grande distribution, qui a été un driver formidable de l'ultra-transformation, parce que pour arriver à des prix aussi bas, il n'y a pas de secret, il faut ultra-transformer. Donc, la grande distribution a poussé les industriels à ultra-transformer. Comme je le disais, un sirop de glucose est 10 fois moins cher qu'un sucre de table, un arôme moins cher que le fruit. Donc, l'industriel a été obligé d'ultra-transformer ses recettes qui l'étaient moins avant pour avoir des coûts aussi bas. Il y a eu aussi dans les années 60, dans les pays occidentaux, l'accès au travail des femmes, ce qui est évidemment une bonne chose, mais comme c'était les femmes qui cuisinaient à l'époque à la maison, il n'y a pas eu un rééquilibrage. Les hommes n'ont pas pris le relais des femmes, c'est l'industrie qui a pris le relais des femmes en proposant de plus en plus de plats préparés, prêts à l'emploi, faciles de préparation. Donc ça aussi, ça a contribué beaucoup à l'ultra-transformation. Et au final, eh bien, on a des aliments qui sont très rentables, produits en masse, peu chers à produire et qui sont le portfolio alimentaire des plus grandes multinationales aujourd'hui sur la planète. Mais si vous voulez, je terminerai là-dessus, on a favorisé une accessibilité bon marché au plus grand nombre sur la planète, avec une très grande sécurité alimentaire au niveau toxicologique, mais au détriment de deux sécurités, l'environnement et les systèmes alimentaires, et la santé humaine.
Alors justement, oui, je voulais rebondir aussi sur la santé. On a l'équipe Benoît Chassin et son équipe de l'INSERM en fait, qui ont mis en lumière justement les effets délétères d'émulsifiants comme le carboxyméthyle cellulose sur l'intestin en fait et le microbiote. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, enfin nous donner des exemples très concrets de ce qu'on peut manger régulièrement et acheter régulièrement en grande surface qui soient ultra transformés, autres que les produits céréales du petit déjeuner, parce que ça, elle est très connue, et puis savoir quels sont les pendants et les alternatives que vous préconisez. Dans les produits industriels emballés que l'on va retrouver et que l'on peut retrouver aussi dans nos caddies, il y en a à peu près 70% qui sont ultra transformés. Ça veut dire que les yeux fermés, vous allez dans un rayon. Au hasard, hein, vous mettez votre main, vous avez 2 chances sur 3 en fait, de prendre un produit qui est ultra transformé. Et ça, quelle que soit la catégorie de produits emballés. Ça veut dire qu'on va retrouver dans les fruits et légumes, j'ai récupéré là, ce qu'on a dernièrement sur notre base de données qui est constituée d'à peu près 112 000 produits. Dans la catégorie des fruits et légumes, donc qu'ils soient conservés par surgélation, en conserve, préparés, mis en purée et tout ça, il y a 36% d'aliments qui sont ultra transformés. Donc c'est un peu moins que ce qu'on retrouve en général. Mais si on va par exemple sur des produits qui pourraient s'avérer être considérés comme des produits santé qu'on retrouve dans les fruits et légumes, par exemple, ce qu'on appelle des substituts à la viande, on va se retrouver sur des catégories où on va avoir presque 85% de produits qui seront ultra transformés. Et quand je dis... Je vous interromps, vous parlez des steaks végétaux, par exemple? Alors, je n'ai pas dit steak végétaux parce que bientôt, on ne pourra plus le dire. Il y avait déjà, ouais, steak, saucisses, tout ça. Enfin, il y a eu récemment une montée au niveau effectivement de cette filière-là de la viande et ils ont obtenu le fait qu'on ne puisse plus parler de steaks végétaux, de saucisses végétales. Mais effectivement, ce sont des substituts à la viande qu'on appelle des steaks végétaux. Et là-dedans, on va retrouver 85% de produits qui sont ultra transformés. Néanmoins, on retrouve par exemple les falafels, qui sont à base oui, de protéines végétales. Dans ces falafels, on va trouver effectivement des marques, alors type l'Atelier V ou des distributeurs comme Biocop, qui ont des produits qui sont de très bonne qualité, qui ne sont pas ultra transformés. Donc vraiment, ça ne dépend pas de la catégorie du produit, mais la façon dont est envisagé, dont est fabriqué le produit. Par rapport à ce que l'on fait chez SIGA, on a défini pour le consommateur au niveau de l'application 7 notes, donc de 1 à 7. Il y a un code couleur. En fait, tous les produits qui sont non ultra transformés que l'on peut consommer les yeux fermés, ce sont les produits qui auront un score SIGA vert. 1, 2, 3 ou 4. Au-delà, ça veut dire qu'ils contiennent un ou plusieurs marqueurs d'ultra-transformation. Il faut éviter la consommation de ces produits. Et quand on est même sur du 7, si on peut trouver une alternative, c'est bien. Et d'ailleurs, l'application donne des alternatives. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous scannez un produit, vous avez la note par rapport à ce produit-là. Si ce produit ne vous convient pas, vous pouvez avoir des alternatives qui seront mieux notées que le produit que vous avez choisi au départ et que vous devriez retrouver dans les rayons. Très bien. Bah, écoutez, merci à l'un et l'autre, Anthony et Sylvie, pour vos éclairages constructifs. Et puis, on se retrouve pour une prochaine interview Regard croisé. Merci, Anthony. Merci, Sylvie.